faire entendre sa voix contre le Lyon-Turin, contre la réforme des retraites, mais pour davantage de justice sociale et climatique. Un député qui assume clairement son positionnement à gauche, quitte parfois à susciter le débat. Jean-François Coulombe est notre invité dans Dimension Politique. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour Jean-François Coulombe. Bonjour Monsieur Guillaume. Vous êtes donc député France Insoumise NUPES de la Savoie depuis juin 2022, on vient de le dire. Merci d'être avec nous. Dans quelques minutes, vous débattrez avec Florian Maître du Lyon-Turin et des mobilités dans votre département de la Savoie. Florian Maître, conseiller départemental et maire de Grésy-sur-Aix. Mais avant cela, quelques questions d'actualité. Jean-François Coulombe, l'actualité forcément marquée ces dernières semaines depuis le 7 octobre par cette attaque sur Israël menée par le Hamas, le mouvement islamiste et nationaliste palestinien, qui a donc lancé son opération déluge d'Al-Aqsa. Des milliers de personnes ont péri depuis des deux côtés du mur, entre Israël et la bande de Gaza. Parmi eux, à l'heure où nous enregistrons, 35 Français sont morts et 229 personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. On a vu votre patronne à l'Assemblée, Mathilde Panot, chef de file des députés, s'embourber un peu en conférence de presse en refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que vous partagez ce non-point de vue pour le coup? Alors ce n'est pas vraiment un non-point de vue, c'est une considération qui est liée au droit international. Nous avons une position qui est de dire les actes abominables qui se sont déroulés dans un sens et qui se déroulent dans l'autre en représailles de toute une population, on peut les qualifier de crimes de guerre. Et moi, je pourrais même dire, aller au-delà et dire c'est des crimes contre l'humanité. C'est des crimes contre l'humanité parce que chacune et chacun, observateur, téléspectateur des horreurs qui sont commises, se sent agressé dans son humanité et on voit à travers le monde entier des solidarités qui se créent, qui se manifestent pour dire arrêtez, stoppez tout, c'est absolument épouvantable, il faut un cessez-le-feu et il faut rétablir... Mais est-ce qu'elle était terroriste, cette attaque du 7 octobre? Elle a terrorisé bien évidemment tout un peuple et toute une nation tout un monde, de se dire comment peut-on procéder à des actes aussi barbares, aussi violents, pour faire prévaloir quoi? On ne sait même pas quelles sont les revendications d'ailleurs, vous voyez, il n'y a même pas de revendications. Donc oui, c'est des actes de terreur absolument épouvantables, mais qui aujourd'hui, finalement, légitiment d'autres actes qui sont tout aussi cruels, qui sont imposés à toute une population civile dans laquelle, certainement, se cache le Hamas, des gens du Hamas. Est-ce que c'est un mouvement de résistance, le Hamas, comme a pu le dire votre collègue Daniel Obono? Ce qu'a dit Daniel Obono et ce qui a été déformé par ensuite les médias, désolé, pas c'est le toujours vôtre, la bien faute sûr. des médias. Non, mais c'est de dire que le Hamas est un mouvement de résistance, il se proclame comme tel, mais il a procédé à des actes d'une barbarie folle qui justifie une traduction de ses auteurs et de ses dirigeants devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, et moi je dis, voire crimes contre l'humanité. Cette question du Hamas, d'Israël, a beaucoup fracturé à gauche et notamment au sein de la NUPES. La NUPES qui avait, entre autres, permis votre élection en juin 2022. On va revoir ces quelques images quand vous arrivez à votre QG ce soir de 2022, victorieux. Vous étiez donc élu député de la Savoie, et plus particulièrement de Chambéry et des Bauges. Union, la NUPES, qui est-elle décédée, cette union? Est-ce qu'elle est morte, la NUPES, aujourd'hui? Bien, je crois qu'elle vit des moments difficiles, en effet, puisque on a vécu plusieurs lignes de fracture, on peut le dire, notamment déjà avec, on va dire, les dissensions qu'il y a eu par rapport à la stratégie que nous voulions faire perdurer sur un programme, celui de l'avenir en commun partagé avec nos partenaires et alliés de la NUPES. Les socialistes ne travaillent plus avec vous à l'Assemblée depuis une semaine. Ils ont déclaré un moratoire, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, si c'est... C'est pas la fin de la NUPES, dans les faits? Je ne sais pas, parce que moi je vais vous dire, à l'intérieur de l'hémicycle, moi je vois qu'on continue à avoir des synergies, qu'on continue à mettre en place des stratégies, qu'on continue à avoir de l'intelligence collective. Et parmi toutes les députés et les députés de l'ensemble des groupes, on a plein de gens qui nous disent non, il faut qu'on continue, nous il faut qu'on continue. Alors on a des appareils dont les dirigeants ont peut-être des idées, des agendas politiques différents. Certaines figures de la gauche dansent déjà sur le cercueil de cette union. On pense notamment à François Hollande qui a déjà enterré la NUPES, lui.
Oui, ou même Fabien Roussel, on peut le dire, hein, qui est quand même avec nous. Les communistes ont voté, dans l'hémicycle. effectivement, et se sont prononcés pour la sortie. Moi, je pense qu'ils font une erreur. Ils font une erreur stratégique parce que penser que. Est-ce que l'erreur, c'était pas de les comparer à des collaborationnistes? En tout cas, de comparer Fabien Roussel à Jacques Doriot, dont on va voir une photo assez équivoque, une photo d'époque. C'était dur quand même comme comparaison. Oui, mais je pense que c'est l'acmé, en quelque sorte, d'une escalade verbale et d'une escalade de posture qui a donné lieu à cette comparaison que je ne partage pas, à titre personnel. Mais, il aurait mieux fait tourner sa langue dans sa bouche, Jean-Luc Mélenchon, avant de parler? Mais c'est pas, je ne crois pas que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui ait... Il a relayé. Qui ait lancé cette attaque. Il a relayé. Peut-être, mais écoutez, moi je laisse à Fabien Roussel le soin d'estimer quelle est la part, on va dire, de provocation et quelle est la part de vérité. On peut comprendre que ça heurte de se faire traiter de collaborationniste, non? Enfin, ça ne plaît pas en général. Hein. C'est sûr. C'est inquiétant quand ça plaît. Mais je crois qu'il devrait plutôt le voir comme une alerte sur le fait que son orientation actuelle tend à imaginer qu'il puisse siphonner des voix de l'extrême droite, par exemple, en ayant des postures autoritaires, en ayant des postures qui sont en rupture de notre point de vue et du point de vue d'ailleurs de nombreux députés et élus communistes qui ne se reconnaissent pas dans cette stratégie. Vous lui en voulez toujours d'avoir été candidat à la présidentielle? Jean-Luc Mélenchon lui en veut toujours? Ah ben, de notre point de vue, oui, il a fait une erreur. Quelque part, il a contribué au fait que nous ne soyons pas... Il manquait environ 400 000 voix, Jean-Luc Mélenchon, pour être au deuxième tour. Fabien Roussel en a eu 800 000. C'est une erreur pour vous? Oui, moi je pense que c'était une erreur, puisqu'on avait quand même, en 2017, on avait eu une dynamique qui était beaucoup plus performative. Et là, quelque part, on a été extrêmement surpris de voir qu'il y avait cette volonté de dissension entre la France Insoumise et le Parti communiste français. Vous avez posté il y a quelques heures une photo sur vos réseaux sociaux, fier d'être insoumis, c'est le slogan qu'on a vu apparaître sur pas mal de profils d'ailleurs, notamment celui de votre collègue isaroise Elisa Martin. Fier d'être insoumis au point de continuer à soutenir Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que le parti doit essayer peut-être de trouver une autre figure aujourd'hui? Bah écoutez, moi je pense que ça se fera naturellement. Les observateurs, les médias, les politiques voudraient, alors pour les uns, choisir notre candidat et pour les autres, diaboliser celui dont ils pensent qu'il le serait en 2027. Il est bientôt pour... Il n'a pas besoin des médias pour créer la polémique, Jean-Luc Mélenchon. Il est, on va dire, dans une stratégie qui remue un petit peu le monde politique, que nous avions théorisé, qui est dans une forme de conflictualisation. Ça doit être lui, en 2027, le candidat? C'est pas impossible. Mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre. Nous avons énormément de talent à l'intérieur du mouvement, que ce soit à l'intérieur de l'hémicycle ou à l'intérieur du mouvement dans les instances. Nous avons suffisamment de talent en germe pour imaginer qu'en 2027, on puisse avoir un candidat qui sera tout à fait estimable et performant dans cet exercice que nous dénonçons d'ailleurs. Parce que vous voyez ce que ça met en lumière, cette ultra-personnalisation, c'est que nous sommes vraiment arrivés à la fin, à l'aboutissement, au crépuscule de cette Ve République qui fait reposer tant de pouvoir sur un seul homme, là où nous voudrions réinjecter de la démocratie dans un système qui l'est de moins en moins. Alors justement, vous me tendez une perche, vous parlez de démocratie. Parmi les autres questions d'actualité, il y a évidemment en ce moment les débats sur le budget, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qu'on appelle en politique le PLFSS. C'est un peu abrupt dit comme ça, c'est un texte qui pourtant est fondamental. Elisabeth Borne, la Première ministre, on va voir à l'image, a déjà dégainé le 49.3 plusieurs fois depuis début octobre sur ces textes budgétaires. Des motions de censure ont été déposées par votre parti, notamment elles ont été rejetées systématiquement, comme le veut la logique mathématique pour l'instant à l'Assemblée nationale. Il y a des bonnes mesures pourtant en ce PLFSS, non? La campagne de vaccination contre le papillomavirus, le soutien à la lutte contre la précarité menstruelle, le remboursement de ces protections menstruelles pour les femmes de moins de 26 ans, la gratuité des préservatifs. Ça ne convainc pas, ça ne suffit pas à convaincre? Non. Pourquoi? Ça ne suffit pas à convaincre, parce que figurez-vous que nous, dans cet exercice, nous sommes particulièrement actifs. Nous avons déposé beaucoup d'amendements, non pas pour faire de l'obstruction, bien évidemment, mais des amendements qui nous tiennent à cœur, sur lesquels chaque député a travaillé d'arrache-pied pour mettre en place des textes. Ça représente beaucoup d'heures de travail, beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, pour proposer des amendements qui aident à aller dans le bon sens, ce projet de loi de financement de la sécurité. Alors c'est quoi le bon sens sur la sécurité sociale? C'est de permettre aux gens les plus modestes d'avoir, comme l'esprit du Conseil national de la résistance l'avait théorisé, d'avoir une sécurité sociale où chacun profite des bienfaits de cette institution selon ses besoins et chacun cotise selon ses moyens.
Et là, on est en train de casser, ça fait plusieurs années qu'on est sur cette logique, sur cette tendance, où l'on casse la logique comptable finalement de cette sécurité sociale, parce qu'il y a quand même un trou qui se creuse, 11 milliards d'euros de déficit en 2010, 16 milliards en 2022. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5 milliards supplémentaires? Comment on continue est-ce qu'on continue à creuser le trou ou est-ce qu'on le comble? Eh bien, nous avons des solutions par rapport à tout ça. Je vais vous prendre un exemple très simple. Ça fait plusieurs années que l'ensemble des allègements de cotisations sociales et d'aides aux entreprises, mais pas les petites entreprises, celles et ceux qui nous regardent, les artisans, les commerçants, les petits agriculteurs, ne sont pas concernés par ces aides-là. C'est des aides qui profitent aux grands acteurs du CAC 40 et qui ne servent, avec nos impôts, avec l'argent du contribuable, qu'à conforter la marge actionnariale. Et parfois au détriment même de l'emploi, puisqu'on on a certaines entreprises, et des plus grandes de notre pays, qui parfois ont pris cet argent, mais délocalisent. Donc vous imaginez bien quand même, sans contrepartie, faire autant d'aides, 154 milliards, si je cumule toutes les aides sur une année. Alors vous voyez bien qu'on peut très bien aller en prélever un petit peu pour aller combler le trou de la Sécu. Combler le trou de la Sécu. Et comme d'ailleurs nous l'avions proposé à l'époque de la réforme sur les retraites, où finalement on a imposé une punition collective aux Français, en leur imposant 2 ans de travail forcé supplémentaire, pour quelques milliards qui auraient pu, là aussi, être tout à fait prélevés sur la rente actionnariale qui n'a jamais été aussi opulente que ça en est obscène. Tout le monde peut l'observer et le vérifier dans les magazines spécialisés comme Challenge. Il y a aussi des mesures plus polémiques dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, le renforcement notamment du contrôle des arrêts maladie. Ça, j'imagine que ça ne vous convainc pas du tout. On est toujours dans la même logique avec ce gouvernement, avec ce régime, qui est de stigmatiser les plus modestes, de stigmatiser les pauvres, comme cette loi travail. C'est forcément les pauvres qui sont en arrêt maladie? Non, non, mais vous voyez bien desquels on parle. On cherche à traquer, on va dire, celui qui abuserait de la sécurité sociale. J'ai rencontré le directeur de la sécurité sociale de la Savoie l'autre jour, et quand on a fait le point sur la fraude au système social, on s'est aperçu que ça représente une somme qui est dérisoire par rapport aux quelques 100 milliards annuels, on n'a pas parlé de cela aussi, 100 milliards d'optimisation, mais qui en fait sont parfois purement de la triche fiscale, avec de l'évasion fiscale, avec des entreprises parmi les plus grosses, et dont certaines ont un PDG qui reçoit une légion d'honneur alors qu'il a une activité plutôt écocidaire. Vous voyez de qui je veux parler? De Total. Par exemple. Mais cette entreprise-là paye moins d'impôts sur les bénéfices que n'importe quel artisan, commerçant. En proportion. En proportion, mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous évoquiez le 49.3, vous avez une solution, ou en tout cas une proposition de loi que vous allez déposer, l'inscription dans la Constitution du RIC, le référendum d'initiative constitutionnelle citoyenne. Exactement. Oui. C'est une vieille revendication des Gilets jaunes. Pourquoi la reproposer à nouveau? Ça a été rejeté plusieurs fois par le gouvernement. Qu'est-ce qui fait que cette fois, selon vous, ça mérite d'être proposé? Elle avait été proposée en 2018 par mon propre groupe sous une autre forme qu'on a appelée le RIC-CARN, c'est-à-dire constituant, abrogatif, révocatoire et législatif. Mais c'était un texte, on va dire, relativement conséquent, roboratif, qui ne s'attaquait pas à un problème de notre point de vue et qui a été aussi la conclusion du mouvement Gilets jaunes, qui avait été paré de tous les vices et de tous les extrémismes, alors que finalement, quelques mois de manifestations et de ronds-points les ont fait aboutir à l'idée qu'il fallait que notre Constitution permette l'expression plus directe des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'article 89, c'est celui qui a servi de base à notre réflexion législative et constitutionnelle. L'article 89 n'accorde le droit au référendum, l'initiative du référendum, qu'au président et aux membres du Parlement. Eh bien, nous disons, non, ça suffit, stop. Le peuple a le droit, lui aussi, d'avoir l'initiative du référendum. C'est une réponse au 49.3, quelque part. C'est une réponse au 49.3. Ça doit permettre de remettre un peu plus de démocratie dans nos institutions. Ah oui, tout à fait. C'est un outil très puissant qui, s'il était adopté, alors moi je vais m'y employer, avec toutes celles et ceux dans cet hémicycle qui co-signeront cette proposition de loi constitutionnelle, mais c'est un outil qui permet en effet de faire un pendant où le peuple a son mot à dire. Le peuple est souverain d'après la Constitution et d'après d'ailleurs la Déclaration de l'homme et du citoyen. Notre bloc constitutionnel prévoit que les citoyens puissent être maîtres de leur destin. Et ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisqu'on voit qu'il nous est imposé à tout un chacun par des mesures justement absolument violentes sur le plan démocratique, comme les 49.3 en répétition. Plus près de nous, Jean-François Coulombe, plus près des Alpes et de la Savoie que vous connaissez particulièrement bien, un dossier important, celui des mobilités. C'est un vaste dossier dont nous allons débattre tout de suite avec notre invité Florian Maître qui va nous rejoindre.
Bonjour Florian Maître. Bonjour. Vous êtes maire de Grésy-sur-Aix en Savoie entre Chambéry et Annecy, conseiller départemental de la Savoie. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet par l'énorme dossier qui cristallise la question des mobilités dans votre département, celui du Lyon-Turin. Vous vous y opposez farouchement, Jean-François Coulombe, depuis longtemps. Vous défendez, vous Florian Maître, le scénario dit du grand gabarit, je vais y arriver, celui qui est le plus favorable au fret avec ce tunnel sous la Chartreuse. Pourquoi, selon vous, le Lyon-Turin n'est pas une bonne option, Jean-François Coulombe? Alors, ce dossier complexe, effectivement, on peut le diviser en deux parties. Il y a la question du Lyon-Turin 2, nous l'appelons nous Lyon-Turin 2, puisqu'il s'agit de créer une nouvelle infrastructure gigantissime, pharaonique, qui, rappelons-le, coûte 30 milliards d'euros aux contribuables, aux Européens. Je mets un pluriel, et européens, puisque au final, la moitié à peu près de ce coût sera assumé par les finances de la France, et le reste par l'Italie, pour un quart à peu près, et par l'Europe. Eh bien, nous considérons que cette infrastructure ne se justifie pas pour plusieurs raisons. Pour des raisons écologiques, parce qu'on l'a vu, il y a des risques très importants de nuire aux ressources en eau qui deviennent de plus en plus précieuses, de plus en plus indispensables, de plus en plus rares, de plus en plus fragiles. Et on sait que tous les hydrogéologues sont d'accord là-dessus. Alors, il y a débat. Il y a beaucoup de débats. Il y a des rapports qui disent qu'effectivement, ça ne nuit pas à la ressource en eau. En attendant, si vous avez l'occasion de vous rendre sur le chantier et de mesurer... Ça nous est arrivé plusieurs fois. De mesurer la quantité d'eau qui se déverse chaque jour, chaque seconde même, de ce chantier, vous vous dites, mais cette eau qui était stockée quelque part, elle va bien disparaître. Et pourquoi disparaît-elle et à quoi va-t-elle faire défaut? La ressource en eau, la raison écologique, ça inquiète vraiment Florian Maître? Oui, parce qu'aujourd'hui, le dossier du Lyon-Turin est un dossier qui est en faveur de l'environnement et du développement durable. Et c'est pour ça que je suis un peu circonspect face au positionnement des députés de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi? Parce que le Lyon-Turin, aujourd'hui, permet de faire un report modal massif des camions de la route vers le rail. C'est quasiment des centaines de milliers de camions qui vont être transférés sur le rail. Le grand gabarit permet quand même, mine de rien, de mettre sur le rail 23,5 millions de tonnes de marchandises sur le rail, sur les 43 millions qui passent l'Italie et la France. Premier point. Le deuxième point, ça permet quand même de sécuriser la traversée de nos agglomérations, puisque ce qu'on nous prévoit, c'est des trains de fret qui font quasiment plus de 750 mètres de long, avec des matières dangereuses, qui vont passer durablement le long du lac du Bourget, le plus grand espace naturel, une réserve d'eau, on a parlé de l'eau la plus grande de France, l'agglomération d'Aix-les-Bains, 75 000 habitants, l'agglomération de Chambéry, 140 000 habitants. Donc en fait, toutes ces marchandises qu'on veut nous faire passer par la route ou par la ligne existante, puisque une de vos positions, c'est de saturer la ligne Ambérieu-Modane. Ça va traverser une aire urbaine de la moitié de la population de la Savoie. Et le troisième point, c'est que les sillons que vous voulez utiliser pour saturer la ligne existante, clairement, il faut se le dire, il faut être honnête avec les citoyens, vont réduire et vont gréver les mobilités du quotidien à venir. On a un projet. C'est-à-dire qu'on va faire passer des marchandises à la place des TER, c'est votre analyse. Le nombre de sillons par rapport à une ligne qui fait une seule voie est limité. Donc si on fait passer plus de trains de fret, aujourd'hui il y a 20 trains de fret qui passent par jour. L'objectif c'est d'être à quasiment 80. C'est 60. C'était le cas dans les années 2000. Tout à fait, oui, mais dans les années 2000, et c'est très bien que vous utilisez ça, parce qu'en fait, c'est un petit schéma qui montre en fait le nombre de trains de fret par rapport au nombre de trains de... Alors je vais vous demander peut-être de lever un peu plus le schéma pour qu'on puisse voir un peu mieux. Fret par rapport au nombre de TER, donc c'était en 1999, et aujourd'hui en fait on voit que le nombre de TER est inversé. Il est allé grignoter, et heureusement d'ailleurs, le nombre de trains de fret. Donc le nombre de trains de TER au nombre de trains de fret. Donc grosso modo, en fait, si on sature cette ligne, on met moins de trains du quotidien. Et nous, les élus du territoire, on souhaite développer les trains du quotidien, notamment avec le RER métropolitain. Et peut-être un dernier mot sur l'eau, parce qu'effectivement... vraiment un dernier mot, parce que c'est quand même un débat, l'idée ce serait... Non mais tout à fait, mais j'écoute mon contradicteur avec patience et avec intérêt. Mais en fait, effectivement, la France Insoumise se base sur un rapport qui date de 2007. Il a été, comme vous l'avez dit, contredit par un rapport de 2021, et je pense qu'il faut arrêter d'agiter les peurs. Aujourd'hui... Néanmoins, il est vrai, pour y être allé sur place en tournage, qu'on voit effectivement une eau qui s'écoule énormément dans des quantités impressionnantes, on la voit quand même. Toutes les sources aujourd'hui sont surveillées.
il y a des experts, il y a des ingénieurs. S'il y a des mesures de protection, bien sûr, telles que les gouvernements le prendront. Et moi, je prends, et j'en terminerai par là, l'exemple de la Suisse. L'exemple de la Suisse, c'est quasiment 78% des transports entre la Suisse et l'Italie qui passent par le rail, par le fret, 8% pour la France. En 10 ans, ils ont inauguré 3 trains comme le Lyon-Turin, avec le petit frère qui est le tunnel du Gothard en 2018. La seule chose que ces tunnels ont asséché, ce n'est pas l'eau, c'est les camions de la route qui ont complètement disparu justement de la route. Donc c'est ce qui a réellement asséché. Bon, Monsieur Mas, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Certaines nous les partageons. Effectivement, le report modal est une bonne chose. C'est une vertu, en quelque sorte, logistique, puisqu'elle permet de reporter ce qui... Et ça fera plaisir aux habitants de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la vallée de Chamonix. Le fret SNCF, c'est une chose formidable, d'ailleurs, qui est extrêmement menacée aujourd'hui et qui n'est pas soutenue comme il devrait l'être par le gouvernement actuel. Mais je reviens quand même sur vos propos. La réalité, c'est que vous utilisez le présent pour parler du Lyon-Turin, alors que le Lyon-Turin, son horizon, c'est pas avant 20 ans. Une fois 10 ans, non, le tunnel du Bas, c'est livraison 2030-2030. Regardez, c'est pas la France Insoumise qui donne les chiffres de l'horizon à partir duquel on peut imaginer qu'il y ait une efficience du report modal, puisqu'il faut qu'on ait les voies d'accès, il faut qu'on ait les donc les voies d'accès, ce sont ces nouvelles lignes potentielles qui seraient créées pour alimenter le tunnel de base. Exactement. Et là, effectivement, les rapports de commission disent 2040 dans le meilleur des cas. Sauf si on prend une décision maintenant. Mais regardez, moi je ne vais pas aller sur le terrain, d'aller refaire une émission sur le Lyon-Turin. Il y en a eu plusieurs sur votre plateau. Vous connaissez notre position, vous connaissez nos arguments. Mais moi je vais vous dire quand même que aujourd'hui, pour ce projet-là du Lyon-Turin 2 qui date de 89, alors vous me dites, regardez, ça date de 2007, eh bien moi je vous parle d'un projet qui a été imaginé par ses concepteurs, avec certainement toute la bonne foi qu'ils avaient à l'époque, en se disant que ça allait être une source de progrès. Et ça, je ne le nie pas non plus, mais c'était en 89. Donc vous voyez, c'est dans les années 80. Donc on est quasiment presque 50 ans plus tard. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, est-il raisonnable d'imaginer que nous devions faire transiter autant de marchandises? On parlait tout à l'heure du nombre de kilomètres parcourus par un yaourt en Europe, 3000 kilomètres si l'on tient compte de tous les composants d'un yaourt, de son opercule en aluminium, sa boîte en plastique, etc. Donc vous voyez, il y a des choses qui devraient nous alerter en disant il faut relocaliser. Le gouvernement lui-même le dit, il faut relocaliser. Est-ce que c'est pas encore plus lointain comme échéance de relocaliser ces productions-là? Ah non, on peut très bien, s'il y avait vraiment des investissements massifs et des politiques qui aillent dans ce sens, réellement volontaristes. L'autre point qui peut intéresser Jean-François Coulombe, les gens qui nous regardent, et Florian Maître l'a un peu évoqué, c'est ces trains du quotidien. Si on fait passer des trains de marchandises, où est-ce qu'on les fait passer, les TER? Mais c'est ce qui se produisait dans les années 2000. Sur le même sillon que vous évoquez, on avait une très bonne cohabitation avec le fret ferroviaire, hein, et la circulation de marchandises, entre-temps, lorsqu'on regarde, puisque les douanes nous permettent de voir l'évolution du trafic international, il baisse sur un axe est-ouest. Il augmente sur un axe nord-sud, par contre, c'est vrai. Mais sur un axe est-ouest, France-Italie, il baisse. Beaucoup augmenté. Pardon ? Le trafic TER a beaucoup augmenté. Et s'il n'y a plus de place pour les TER, ça se reporte sur l'autoroute, non? Mais vous voyez, si on avait vraiment l'ambition des enjeux qui nous sont imposés par la démographie de nos départements, hein, Haute-Savoie, Savoie, où on a quand même beaucoup de gens qui viennent maintenant grossir la démographie de ces départements. Si on avait une ambition qui soit adaptée à cet enjeu-là démographique, qui soit adaptée à l'enjeu écologique, eh bien, par exemple, on pourrait très bien dire nous allons investir dans un tramway ou un tram-train qui irait, par exemple, de Montmélian jusqu'à Annecy. Là, on va avoir un point d'accord. Et tout à fait, je compte effectivement sur le député Coulombe pour défendre justement le fameux RER métropolitain. Mais en fait... Ce n'est pas tout à fait pareil, Monsieur Mestrin, parce que vous parlez d'une infrastructure qui utilise les voies existantes de la SNCF. Moi, je parle d'une voie nouvelle qui serait exclusivement dédiée au tramway. Alors, je ne sais pas où vous la faites passer, premier point. Et deuxième point, en fait, aujourd'hui, vous savez, non, mais aujourd'hui, en fait, pourquoi dépenser... Pour les téléspectateurs qui nous regardent, hein, ce projet, ce serait de relier l'agglomération d'Aix-les-Bains à Montmélian en passant par Chambéry. Hein. Et en utilisant la voie ferrée, parce qu'en fait, c'est une structure qui existe. C'est pas une bonne idée, vous le savez bien, je vais vous dire pourquoi. Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. La réalité, c'est que si on veut que cette desserte soit efficace et transporte le maximum de personnes, de voyageurs, il faut absolument qu'elle ait des arrêts
on va dire, un cadençage des arrêts qui soit suffisamment proche les uns des autres. Oui, Or, la voie SNCF ne permet pas cela, parce qu'on ne pourra pas passer dessus ou dessous facilement. Non, c'est faux, parce qu'en fait, nous avons lancé une étude, alors vous ne le savez peut-être pas, qu'on appelle le RER métropolitain, où on est un comité de pilotage il y a à peine une semaine, où aujourd'hui, c'est possible de faire passer un train toutes les 15 minutes, donc 4 trains par heure entre Aix-les-Bains et Montmélian, avec des aménagements de voirie en utilisant la voirie SNCF. Et vous demandez effectivement avec des nouvelles haltes, c'est bien l'objectif. On a l'objectif d'ouvrir des nouvelles haltes à Cognin, à Alpes Espace et à Vauglan. Mais aujourd'hui, en fait, nous, ce qu'on dit, et c'est mathématique, et en fait, je ne comprends pas en fait votre position un peu dogmatique, et j'ose le dire climaticide, j'ose le dire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans les années 1990... Attention, le temps file, Florian Maître. Comment ? Le temps file, attention. Oui, dans les années 1990, en fait, vous dites que ça passait déjà 11 millions de tonnes. Mais en fait, l'acceptabilité des habitants, vous ne pensez même pas... Là aussi, il y a des solutions techniques, puisqu'il s'agit de faire des murs anti-bruit, si c'est le bruit qui vous dérange, parce que vous dites un train tous les quarts d'heure. Les sillons fret vont prendre les sillons du quotidien. Et c'est le graphique que je vous avais montré, en fait, le montre. Et aujourd'hui, on ne pourra pas faire passer 60 trains de fret. On va être obligé, malheureusement, d'arrêter ce débat parce que le temps file et qu'il est déjà l'heure de la fin de cette émission. En revanche, ce que je vous promets, messieurs, c'est qu'on reparlera de ces RER métropolitains très vite sur ce plateau, sur cette antenne. Ce sera sans doute au début de l'année prochaine. La semaine prochaine, on sera en montagne après l'Oignan-la-Vanoise. On parlera réchauffement climatique avec les guides de haute montagne. D'ici là, passez tous un très beau dimanche et une très belle semaine sur France 3. Pour votre anniversaire, vous rêvez d'une croisière ?